Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette première rencontre de l'après-midi de ce festival. Vous pouvez prendre place, éteindre vos téléphones portables et on va pouvoir commencer cette discussion de nature animale qui va nous emmener donc dans le rêve, la folie, l'instinct, comme autant de chemins dictés par l'inconscient pour ne pas se perdre avec la fin du monde. Tous ces sujets qui... vous n'étiez pas au courant qui traversent les romans de nos trois invités. Alors je vais vous présenter un petit peu pour qu'on commence à faire connaissance. Gwendoline Soublin, qui est à l'autre bout là-bas de moi. Vous êtes donc auteur et dramaturge. Vous êtes passé par l'école à Lyon des arts et techniques, à Célensat, je crois, de Lyon. Vous avez déjà écrit plusieurs pièces pour le théâtre. Vous avez été traduite aussi. Donc l'écriture, vous connaissez un petit peu déjà cette pratique, mais là c'est un premier roman paru chez Actes Sud, donc qui s'intitule donc Tout l'or des nuits, un texte qui met en scène une jeune femme qui raconte la vie d'une jeune femme, Clara, qui a, je crois, une vingtaine d'années, il me semble, et qui vit un deuil, qui va rencontrer un chien dont on parlera, un mystérieux chien noir qu'elle va découvrir un jour devant sa porte. Et elle, c'est une femme de ménage, une personne qui travaille dans une entreprise dont on parlera peut-être un petit peu également. Et vous dites que vous aimez coudre les genres entre eux. Et voilà, on le sent aussi dans cette écriture et dans ce roman. À vos côtés, Jean-Christophe Cavalin. Vous êtes professeur de lettres modernes à l'université d'Aix-Marseille, où vous avez fondé, je ne sais pas si c'est là-bas que vous l'avez fondé, ce MAPSI. Vous avez fondé un master d'éco-poétique et création, donc vous réfléchissez à la façon dont les récits, dont les récits entretiennent notre relation au monde. Vous avez écrit autour de ces sujets-là aux éditions Corti notamment, Valet noir vers une écologie du récit, Nature, berce-le, culture et trauma. Et là, c'est un roman, donc un premier roman paru au Seuil, pas King Kong, Kong Junior, hein, très important, il manque le King dans le titre, où on va suivre à Venise un personnage, Lucio d'abord, et puis Lorenzo, et on va comprendre dans cet entremêlement d'identité et de récits qui sont ces personnages, et j'aurais bien du mal à tout dire de ce qu'il y a dans ces personnages sans non plus donner trop d'éléments, si ce n'est qu'on se trouve aussi au moment de la Mostra de Venise et que ce Lorenzo est le petit-fils de King Kong. Voilà, une porte d'entrée dans ce texte autour de Venise. Et puis, pour finir, à côté de moi, Sacha Bertrand, vous avez grandi dans les Alpes du Sud, dans un décor dont on sent qu'il n'est pas pour rien dans l'écriture de 11h02, Le vent se lève, paru chez Paulsen. Vous avez grandi près des massifs du Vercors, du Dévoluy et des Écrins, des paysages qui convoquent déjà des images en tête. Vous êtes amateur de nature, ça on s'en serait douté un petit peu. Vous êtes diplômé des Beaux-Arts de Grenoble et vous travaillez à la Cinémathèque de Gap. Et dans ce roman, on va suivre Myriam, une femme qui s'était préparée à la fin du monde avec son compagnon. Et ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Et c'est tout ça dont on va pouvoir parler. Et je voudrais commencer par vous faire parler des lieux, parce que c'est assez marquant. Il y a beaucoup de choses marquantes quand on vous lit et qui font des fils entre vous, mais en tout cas, les lieux, les paysages, l'endroit où se situe l'histoire est assez important, il me semble. Alors on parle de cette montagne, mais de la vallée, de Venise, qui convoque tout un imaginaire là aussi, puisque Venise est associée à plein de choses, de cette cité dortoir avec la forêt à la lisière qui est là aussi. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'éléments sur l'endroit où vous avez choisi d'installer cette histoire ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus habitué à répondre à ce genre de questions ? Allez-y. Allez, je prends les devants. Du coup, effectivement, moi, j'ai
j'ai grandi auprès des montagnes, je vis auprès des montagnes, j'aurais du mal à quitter les montagnes. J'ai eu un long trajet pour venir jusqu'à Laval, mais je suis ravi d'y être maintenant que j'y suis. Et en fait, l'idée de ce livre, moi, est venue pendant que je faisais mes études à Grenoble. Et effectivement, dans le paysage que je décris dans le livre, j'ai pas voulu nommer de montagne parce que je trouve ça très bien que tout le monde puisse s'identifier aussi et imaginer le paysage dont il a envie. Et d'ailleurs, quand j'étais dans les Vosges, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils ont vu les Vosges. Alors qu'elles sont quand même un peu basses, leurs Vosges, soyons honnêtes, mais bon. C'est enregistré, hein. C'est enregistré, je sais. Et en fait, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Grenoble, mais c'est une ville qui est dans une cuvette entourée de montagnes, qui est assez polluée quand même, avec beaucoup d'industrie. Et quand on passe l'hiver à Grenoble, on a souvent un couvercle de nuages au-dessus de la cuvette et on ne voit pas le soleil, on ne voit pas les montagnes et on a tendance à un peu déprimer et à penser à la fin du monde assez régulièrement, peut-être. Et donc, c'est vrai que moi, dans mon roman, ça se passe sur un massif de montagnes au-dessus d'un gouffre qui est hanté par une brume toxique qui parfois, avec le vent, remonte sur la montagne. Et effectivement, c'est assez clair que j'aurais pas eu cette idée si j'avais pas passé 7 longs hivers à Grenoble à ne pas voir le soleil pendant un petit moment. Et après, j'ai aussi été évidemment très influencé par les paysages dans lesquels j'ai randonné. Le premier jet du roman a été vraiment écrit au fil d'une année. La narration suivait l'année, suivait le fil des saisons. Et donc, j'ai été très inspiré par les différentes observations que j'ai pu faire en randonnant, en marchant et en faisant du coup du paysage un personnage à part entière dans ma narration. Oui, alors Venise, oui, désolé, il faut mettre le truc sans transition. Venise, d'abord parce que j'ai longtemps habité à Venise, et puis elle a beaucoup changé dans les 15 dernières années pour des questions administratives, parce qu'elle est passée sous la juridiction de Mestre, et donc c'est devenu la vache à lait de Mestre, parce qu'il n'y a plus personne à Venise, il y a 35 000 habitants maintenant. Et donc voilà, on a pu éventrer tous les premiers étages, on peut casser la loi d'Ola, maintenant on peut monter des immeubles, enfin ce qu'a fait tout de suite M. Arnaud d'ailleurs. Et donc c'est un peu l'élégie de cette ville qui a été le symbole vraiment d'une ville qui était très incrustée ou enchâssée dans son biotope et qui fonctionnait vraiment avec la lagune, avec à hauteur de mer, une ville très horizontale. Et comme c'était un peu un roman sur une histoire de décompensation, enfin donc d'effondrement psychique, Venise, ça semblait la métaphore parfaite pour la ville de l'effondrement, parce que c'est cette ville qui est à ce point bien intégrée dans son milieu, que comme tous les collectifs premiers, les collectifs autochtones, elle est très sensible au changement du milieu. Et donc très vite, elle fait naufrage dans son milieu, elle disparaît. Et voilà. Donc et puis pour les histoires de forêt, ce qui est marrant dans Venise, c'est que c'est aussi une métaphore parce qu'elle est vraiment assise sur une forêt. Il y a une forêt de pins, de panonies qui ont été plantées sous Venise pour tenir les pilotis dans la vase. Et donc du coup, c'est vraiment l'image, cette culture qui se rehausse au-dessus de la nature, mais que la nature, du coup, elle aussi peut reprendre, enfin réengloutir quand elle veut, disons. Bonjour tout le monde. C'est vrai que c'est bizarre de mettre le micro là. Alors, cette cité dortoir. Oui, c'est une cité dortoir. Alors c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait pour cette histoire, c'était de trouver un espace qui raconterait à la fois quelque chose d'extrêmement sociologique et posé comme ça avec une certaine, je sais pas, typologie comme ça de personne, qui est cette jeune femme qui habite une petite maison dans un quartier résidentiel où les gens vont et viennent de leur travail à leur maison. Moi, j'ai habité dans ce genre de quartier quand j'étais lycéenne, donc en fait, j'ai en tête très fort des souvenirs d'enfance. C'est un endroit dans lequel ma mère a continué d'habiter longtemps, donc j'ai continué à aller beaucoup dans ce genre d'endroit. Et ce qui m'a toujours un peu saisie et qui m'intéressait aussi, c'est que donc c'est très urbain, c'est très sociologiquement situé, on va dire. Et en même temps, c'est des quartiers où là, le quartier auquel je pense, dans lequel j'ai habité, où il y avait effectivement un bois comme ça qui touchait ce quartier résidentiel. Et c'était toujours très étonnant de se dire que ben oui, en définitive, c'était un bois, donc qui était en plus habité par des
par des vivants qui circulaient, qui allaient. Mais en même temps, à côté de ça, il y avait une route nationale sur laquelle il y avait un certain nombre de voitures qui n'arrêtaient pas de passer toute la journée. Et j'aimais bien cet espace-là qui indéfinirait un peu ce que c'est que l'urbain, le non-urbain, et de créer des zones interstitielles en fait entre le sauvage, le civilisé avec beaucoup de guillemets, comme si on pouvait passer d'une zone à une autre et que donc on peut passer peut-être d'une zone qui serait très située, très réaliste, à un espace qui métaphoriquement dans notre imaginaire, qui est celui du bois, de la forêt, pourrait nous embarquer ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de poser mon histoire là, puisque j'avais envie de mélanger les genres, comme vous le disiez dans votre présentation. Voilà. Il y a les genres dans les textes et aussi les genres dans tout ce que le type d'imaginaire qui est convoqué. Il y a une lisière et il y a une frontière aussi avec le fantastique qu'on évoquera. Mais je voulais qu'on parle de ces lieux d'abord parce que ensuite dans ces endroits vont arriver les êtres humains, bien sûr, mais aussi et même avant de parler des êtres humains, j'ai envie qu'on parle des animaux parce que on a intitulé la rencontre de nature animale qui ne sont pas forcément les sujets dont on va parler, mais quand même les animaux sont des compagnons, sont des miroirs dans vos livres, ils sont très présents et bon, pas pour rien bien sûr, et de différentes façons. Quelquefois c'est un animal en particulier, d'autres ils sont plusieurs, ce sont des animaux avec lesquels il y a un lien fort ou des animaux abandonnés par l'humain. Qu'est-ce qui vous permettait, vous, ces animaux, à quoi ils correspondent pour vous ? Sacha, je crois qu'il va falloir encore s'y recoller. Bon, je reprends. Là, par exemple, moi, je pense fortement à notamment à cette corneille, même s'il n'y a pas que la corneille, parce qu'il y a aussi dans l'idée de survie qui marque le début du récit, de vivre avec des animaux pour survivre, mais il y a aussi une corneille, moi, qui m'a beaucoup touchée. Et effectivement, enfin, je pense qu'elle est assez anecdotique finalement dans la narration, mais du coup, c'est assez intéressant de voir comment ça touche ou pas selon les personnes aussi. Du coup, oui, moi, effectivement, mon livre se passe dans la montagne, et pour moi, la montagne, c'est un endroit qui est extrêmement vivant et rempli de formes de vie différentes, qu'elles soient animales ou végétales, et toutes ces choses interagissent entre elles et viennent former un écosystème qui est assez fascinant, je trouve, aussi du fait de la difficulté du milieu, etc. Et où on voit justement que les animaux, ils sont souvent beaucoup plus adaptés que l'animal qu'est l'humain, et qui s'est un peu détaché de ces milieux. Et donc, ces présences animales, moi, elles me permettent aussi un peu de donner vie à ce qu'on aurait tendance à juger comme étant un peu inerte, parce qu'on a on a eu l'habitude dans notre histoire humaine de voir la nature comme un objet et comme quelque chose dont on est un peu séparé. Et donc les animaux viennent aussi faire le pont entre les humains et le paysage qui les entoure. Et puis ça m'intéressait aussi, peut-être surtout au-delà des animaux en eux-mêmes, d'avoir un personnage qui est un entre-deux. Parce que je pense que j'en dévoile pas trop de l'intrigue non plus en disant que Myriam, la survivante qui survit seule, va rencontrer à un moment un enfant sauvage qu'elle va apprivoiser avec plus ou moins de violence. Et c'était très important pour moi au départ, la première fois que le lecteur rencontre cet enfant sauvage, on est à la première personne, et j'avais envie qu'il y ait une confusion et qu'on sache pas vraiment si c'était un humain ou un animal justement qu'on croisait et dans lequel on se retrouvait dans la tête. Et justement, ce personnage me permet d'avoir un point de vue qui est quand même très humain, parce qu'il va apprendre à parler, à lire, à se servir de son imagination, il va avoir de la créativité, dessiner, etc. Mais tout en gardant un rapport très instinctif et très presque sensuel au paysage dans lequel il vit et à la nature avec laquelle il interagit. Et donc, ça m'intéressait de faire le pont à ce niveau-là, effectivement, pour montrer aussi des manières d'être humaines qui soient moins détachées de notre nature animale aussi, finalement. Est-ce que Myriam, c'est la grande prédatrice, elle? Tout à fait, c'est comme ça que Jonas l'appelle au départ, et qu'elle est considérée par les autres animaux du massif, finalement.
On fait dans l'ordre. Hein. Oui, bah il y a un peu le même rapport, donc de penser à travers la figure de l'animal, le rapport nature et culture, enfin notre vie en tant qu'homme. Et un animal au sens propre, c'est quelqu'un qui a une âme, comme anima. Et donc un homme, c'est quelqu'un qui a perdu son âme, normalement, s'il ne se conçoit plus comme un animal. Et dans Kong Junior, celui qui prend la fonction de cette âme animale qui fait retour de façon violente dans notre âme éduquée, dans notre esprit, ou qui ressemble à une formation de défense, notre petit moi bien sécurisé, mariable, négociable, travaillable, etc. C'est la figure donc de Kong Junior qui est la figure du grand-père, la figure de King Kong par exemple, qui est la figure de grand-père, mais qui est dans le texte, est ce que j'appellerais l'animal antérieur, c'est-à-dire cet animal qu'on a refoulé de toutes nos interactions et même avec nous-mêmes, et qui de temps en temps fait des retours un peu explosifs dans des scènes de, je sais pas, enfin, qui peut être toute forme de décompensation. Et c'était un peu un jeu sur ça. Il y a un peu d'ailleurs comme chez Sacha ou chez Gwendoline, c'est un animal qui fait retour de quelque part, de la forêt, on ne sait pas pourquoi, l'animalité qui revient dans ce qui était très prévu, très maîtrisé, et qui montre qu'on est un peu, on parle à propos de l'homme, de transfuge de classe beaucoup, et des gens qui ont quitté leur classe d'origine et qui du coup ont des relations ambiguës avec leur classe d'origine, de honte, de regret, de mélancolie, de culpabilité. Et l'homme, c'est un transfuge d'espèces, parce que c'est un animal qui ne se considère plus comme un animal. Et donc, il a la même chose. C'est vraiment. Et donc, tout le problème de l'effondrement dans Kong Junior, cette idée qui est un théorème de l'antipsychiatrie, où a breakdown can be a breakthrough. C'est-à-dire qu'un effondrement peut être une révélation, une percée. Et de temps en temps, s'effondrer, ça permet justement de retrouver des choses plus amples, de reprendre vie, de reprendre une espèce de contact avec ses sources, les sources de son énergie psychique. Et donc parfois ça peut être, si on ne se décompense pas complètement dans la dépersonnalisation, ça peut être une façon de reprendre contact avec un soi plus ample qui serait justement cette figure de l'anima pour Jung, ou de l'animal en gros, quoi. Et il y en a d'autres, des animaux, on en parlera, parce qu'il y a Kong, mais il y a tous ces animaux qu'on croise dans les rues de Venise à certains moments, et où j'ai beaucoup pensé au roman de Gwendoline aussi, et ce pan, peut-être, Mr. Peacock, qui est très très important. Ce chien, alors ça n'est pas le seul animal, mais ce chien noir, il peut dire tellement de choses. Jean-Christophe parlait d'inconscient. Alors là, pour le coup aussi, on peut y voir une projection de cette jeune femme aussi. Oui, dans Tout l'heure des nuits, ce gros chien noir qui surgit, il peut être le signe. Il peut être, il est un peu polysémique, quoi. Enfin, il est à la fois peut-être je sais pas, l'expression du chagrin de cette jeune fille qui donc a vécu quelque chose d'extrêmement douloureux. Elle a perdu son amour. Hein. Donc peut-être que le chien est l'expression métaphorique de ce chagrin qui se métamorphoserait dans un corps animal comme ça, qui se pointe un jour. Est-ce qu'il est l'expression du refoulé? Est-ce qu'il est l'expression de la mort? Est-ce que c'est une sorte de cerbère qui ouvre des portes? En fait, il peut être le signe de beaucoup de choses. Et c'était précisément ça, je pense, qui m'intéressait. C'est-à-dire qu'il est à la fois complètement un chien et complètement dans son mode de fonctionnement de chien. Et en même temps, il est complètement autre chose. Et c'est ça que j'aimais bien. Je pensais que j'avais envie d'explorer dans le roman. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il n'est pas le seul habitant des pages de ce livre. Il y en a d'autres, et j'ai fait tout un travail comme ça où j'ai eu envie de déplier dans l'histoire des présences d'animaux qui sont des animaux de compagnie, qui sont des animaux abandonnés, perdus, de faire exister comme ça dans le texte tous ces animaux, que parfois qui s'enfuient, qui sont kidnappés, ça peut arriver. Donc ça, c'est quelque chose qui existe dans le texte, tous ces animaux disparus, abandonnés, échappés. Et ça me plaisait aussi parce qu'ils sont aussi, pour moi, ils peuvent être le signe aussi d'autres choses au-delà de leur animalité. J'ai l'impression qu'ils peuvent ouvrir des espaces d'étrangeté dans le texte. Parce que oui, voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. J'arrive pas bien à m'exprimer, pardon, mais pour moi, des présences
animale non humaine, comme on dirait maintenant dans le jargon, c'est des étrangetés. Enfin, pour moi, c'est absolument une étrangeté, un chien, c'est absolument une étrangeté, une fourmi, un oiseau, enfin, etc., etc. Enfin, c'est des altérités absolues, donc que je ne pourrai jamais être ces altérités-là. Ces altérités, je peux essayer de les deviner par mon imagination, par peut-être des choses qu'on partage aussi. Et je crois que j'avais envie aussi dans le bouquin pour moi, ces présences animales, elles sont aussi une façon d'exprimer ce qui ne peut pas se saisir, de ce qui nous échappe, de ce qui est étrange, de ce qui est mystérieux, de ce qui embarque vers ailleurs, qui serait peut-être plus de ce monde du vivant, mais de la connexion avec le monde des morts, le monde de l'inexplicable. La métaphore, le poème, voilà, pour moi, ils sont l'expression du poème. Et il donne d'ailleurs l'occasion de passages, où je ne sais pas si vous êtes allé chercher véritablement les passages qui existent sur les groupes, sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez, vous, ici, des chiens, des chats. Voilà. Quand on a un chat perdu, on va mettre une annonce, et il y a des discussions quelquefois totalement surréalistes sur ces réseaux, dont vous avez mis des morceaux que lit. Je suis allée regarder, ouais. Je suis allée regarder sur plein de sites, et il y avait des choses vraiment à la fois très drôles et très bouleversantes aussi. Enfin, des gens qui sont complètement retournés, que leur chien est disparu, et qui du coup écrivent ça en lettres majuscules avec des tonnes de points d'exclamation. Enfin, c'est assez beau en fait. Ça raconte la relation en fait. Aussi ces présences animales là qui sont des animaux de compagnie, mais pas que, racontent aussi tout simplement qu'est-ce que c'est qu'une relation. C'est quoi le lien à l'autre, là, à des autres qui sont pas humains certes, mais comment on se relationne. Qu'est-ce que c'est que ce drôle de chose qu'on crée d'une personne à une autre, d'une étrangeté à une autre. Complètement. Et justement, cette relation, elle se fait ensuite avec d'autres personnages, mais puisqu'il était aussi question de ces inconscients, de l'instinct et de la folie, je me demandais comment vous considérez l'état psychologique de vos personnages. Comment vous diriez qu'ils se portent finalement? Parce que quand on les lit, on a un avis un petit peu, et vous en dites certaines choses, mais dans quel état ils sont plus peut-être Myriam que Jonas, encore que... Elle n'est pas bien, Myriam. Mais Myriam... Elle n'est pas en forme, là. Mais c'est un personnage féminin incroyable, Myriam. Merci. Mais qui est ambivalent, c'est-à-dire que c'est la dernière bibliothécaire... Je ne sais plus comment vous l'appelez, la dernière bibliothécaire du... C'est la dernière... En tout cas, elle se pense la dernière survivante du monde, effectivement, avec 7 ans de solitude derrière elle, donc qui doivent peser un peu lourd, effectivement. Et après, moi, j'ai une relation assez complexe avec Myriam parce qu'elle a beaucoup évolué au fil des différentes écritures du roman. Il y avait beaucoup moins d'opposition entre les personnages au départ dans mon premier jet par rapport à ce qui s'est passé par la suite, parce qu'il a été question aussi d'injecter de la tension dans le roman et du coup de le faire passer par l'opposition entre les personnages. Mais par contre, j'ai toujours tenu à ce que Myriam reste attachante d'une certaine manière quand même. Et ça a été un exercice assez périlleux et assez difficile de trouver la limite juste pour la faire aller assez loin pour témoigner de sa folie et des conséquences néfastes pour le monde qui l'entoure du fait qu'elle ait passé ses temps seule, tout en gardant quand même, ou en tout cas en essayant de garder un point d'accroche pour le lecteur, qui puisse quand même s'identifier au personnage effectivement, et la comprendre d'une certaine manière. Et après, moi, pour le coup, c'est vrai que je lui fais aussi un peu porter tout le poids des erreurs de l'humanité sur ses pauvres épaules, parce que du coup, elle vient aussi, elle me permet de représenter un petit peu la figure de l'humain qui a mené le monde à sa perte. Et Myriam, elle reste figée dans le monde d'avant dont elle est issue, elle n'arrive pas à s'en détacher. Et en fait, tous ses choix, tous ses gestes, toutes ses actions vont être guidés par
par ce cadre sociétal dans lequel elle a vécu, dans lequel elle a grandi et dont elle s'est extirpée, mais qui continue de la tenir en fait, où du coup elle va toujours chercher à contrôler, à dominer, à coloniser le monde qui l'entoure, et sans jamais remettre en question du coup son rapport problématique au monde. Vous respectez l'ordre à chaque fois, c'est bien. Alors, l'état de Lorenzo, alors, de Lucio et de Lorenzo, la psychologie, le soi, là vraiment on baigne alors dans les eaux de Venise, mais pas que les eaux de Venise. Oui, parce que c'est le sujet quand même. Oui, parce que le personnage donc, qui se croit le petit-fils de King Kong est suivi dans Venise par l'assistant psychiatre qui le suit et qui est lui-même amoureux de lui. Donc il y a une espèce de jeu un peu, enfin c'est un peu comme dans En attendant Godot, quoi. C'est un couple un peu dispar, un peu comique et tout. Et donc l'état général du personnage principal, je pense que c'est un état de précarité mentale. Et la précarité, c'était important aussi pour penser Venise et pour passer le rapport de la construction du réel, justement une construction du réel qui ne soit pas complètement maîtrisée et sécurisée comme le survivalisme de Myriam. Cette précarité, ça veut dire exactement ce qu'on obtient par la prière, ça vient du mot latin précare, donc prier. Et donc c'est ce qu'on doit obtenir en priant. C'est ce qui n'est pas assuré. Donc, si demain vous allez au supermarché acheter de la viande, vous n'allez pas en rêver, parce que vous savez que... Mais en revanche, si vous allez chasser, vous allez en rêver, parce que c'est précaire, c'est pas assuré. Et donc, il faut négocier, comme quelqu'un qui a une situation de deuil, par exemple, se met à psychoter, à rêver, à penser à des trucs dans des chaussettes, dans des odeurs, dans des... Toutes ces choses qu'on ne maîtrise plus, et bien sûr les sociétés d'abondance, nos sociétés d'abondance, ont fait en sorte que l'imagination est complètement au chômage dans nos modes de vie. Ça devient un truc pour construire de la fiction, mais pas du tout pour construire du monde. Et donc ça devient des trucs pour construire du faux. Alors que les collectifs archaïques se servaient vraiment de la fiction, de la mythologie, de ça pour construire leur rapport au monde, parce que ça, ils avaient peur, ils avaient des désirs, et donc ils personnifiaient tout ça par leur imagination. Et si un crocodile emportait une jeune fille, alors tout d'un coup, la jeune fille s'était mariée avec le roi des crocodiles. Voyez, on ne pouvait pas changer ce fait, mais il fallait lui donner un sens, sinon c'était horrible. Et puis après, nous, on extermine les crocodiles. Donc on n'a plus besoin de psychoter autour de ça, d'écrire des histoires. Et la mythologie donc devient de la poésie, qui devient du faux, de la fiction, etc. Et donc l'idée de Kong Junior, c'est de partir de ce moment de précarité où on doit réinvestir la construction du réel par une activité imaginaire signifiante qui fait que le monde signifie différentes choses pour différentes personnes. Tout d'un coup, un personnage en deuil à voir revenir son mari. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait le jeune homme, il était un peu lui aussi d'une classe inférieure. Enfin, il était un peu un chien perdu recueilli par la famille de la fille. Donc, le retour du chien, pour moi, ça faisait vraiment retour de. Enfin, c'était aussi cette façon de repenser sa relation au monde en moi, ce que j'appelle psychoté, mais c'est sympa. Pour elle, c'est un peu impressionnant quand même, d'un coup, ce chien noir devant la porte. Oui, bien sûr, oui. C'est l'ombre de L'état. Oui, Clara va pas très bien non plus. Hein. Personne va très bien dans ses livres. Ce que je peux dire peut-être, je vais pas commencer à brosser son portrait, c'est pas très intéressant, mais peut-être de dire en tout cas comment je l'ai travaillé. Pour moi, c'était intéressant que dans le geste d'écriture pour raconter cet état de choc dans lequel est cette jeune fille qui donc a vécu un drame, est en deuil, quoi, a perdu donc son amour quelques mois avant, donc elle va vraiment pas bien. Pour moi, c'était pas très intéressant de psychologiser ça en rentrant à l'intérieur de ses entrailles et en explicitant tout ça. Donc pour moi, ça m'intéressait plus d'utiliser à la fois la métaphore par l'irruption du chien, par le psychotage, comme tu dis, de venir faire intervenir comme ça ce genre du fantastique qui va venir raconter et exprimer ce par quoi elle est traversée et qui est complexe, et aussi dans l'écriture même, d'essayer de poser un geste littéraire qui soit un geste de non-psychologisation, c'est-à-dire de la décrire par l'extérieur, de la décrire par ses actions. C'est ça, comment elle ritualise son quotidien, où c'est un quotidien où elle s'extrait
d'elle-même, où elle s'extrait de ses émotions, où elle s'extrait de ses ressentis, où elle est comme glacée. Enfin, c'est une façon de, je pense, de ne pas s'effondrer et de résister au chagrin, au trop grand chagrin. Donc, elle est elle est dans l'action. Voilà. Et donc, c'était intéressant pour moi de trouver comment ça se racontait ces actions-là. Comment ça se répète, comment dans la langue, il y a de la virgule, ça s'enchaîne, ça se répète, ça se redit, ça se re-redit, et puis hop, ça s'ouvre parce que le chien débarque, et puis ça se referme et ça se reconcentre. D'essayer de trouver comment la rythmique de tout ça dans la langue pour raconter comment elle est coincée. Elle est coincée dans la langue. Et il va falloir réouvrir la langue à un moment donné, et donc c'est là où le poème peut revenir, le fantastique peut arriver, et peut-être possiblement quelque chose où elle va relâcher, déposer, même si ça prend du temps. Voilà. Pour moi, c'était plus intéressant de travailler comme ça, plutôt que de dire « Ah, Clara ne se sent pas bien », enfin bon, un truc pas très intéressant littérairement. Je pense qu'on est d'accord, et vive le suggéré et les non-dits quand on lit un texte où le lecteur a sa place aussi. Et comment vous voyez ce sujet de la fin du monde? Parce qu'il y a une fin du monde qui est très différente chez vous trois. Elle peut être très premier degré avec la fin d'un... On ne sait pas trop, effectivement, comme je disais, ce qui s'est passé, ou c'est la fin du monde qui est peut-être en ligne de mire. Il y a quelque chose qui va disparaître. Il y a la fin d'un monde aussi qui est personnel. Comment ça fait écho chez vos personnages, et elle est où, la fin du monde? Qu'est-ce qui les angoisse? Je préfère le mot d'ailleurs angoisse, parce que c'est peut-être vous qui pourrez nous en parler, Jean-Christophe. On parle quelquefois d'éco-anxiété, que je trouve très piégeux comme terme. Mais voilà, elle se situe où, cette fin? On retourne dans l'ordre, c'est parti. Vous êtes hyper discipliné, j'y peux rien. Alors, déjà, moi, effectivement, c'est un récit que je situe vraiment, qu'on peut définir comme post-apocalyptique et qui se situe après une fin du monde. Après, on a toujours tendance à dire la fin du monde d'un point de vue très humain, parce qu'en l'occurrence, dans le monde que je décris, la nature se porte plutôt bien, les animaux font leur vie, et finalement, c'est Myriam qui considère que le monde est fini, mais autour d'elle, si elle y était peut-être un petit peu plus attentive et si elle cherchait à avoir un peu plus d'interaction avec son monde, elle se sentirait peut-être un peu moins seule et un peu moins dernière survivante, justement. Et donc cette fin du monde, c'est aussi le constat d'une humanité qui se pense au-dessus du reste et qui considère que c'est elle le monde, alors qu'elle est une toute petite part du monde qui finalement n'est pas très indispensable à son fonctionnement total, en tout cas, et qui se portera peut-être mieux sans nous. Et donc après, moi, je l'ai plus vu comme une excuse. J'ai beaucoup de mal avec les récits d'effondrement pur qui ont tendance à beaucoup m'angoisser et qui amènent pas quelque chose de très productif dans ma réflexion, je trouve. Et j'ai plus envie de raconter des histoires de fin du monde pour raconter d'autres façons de vivre et d'être au monde, et pour éventuellement suggérer des envies de changer le monde actuel tel qu'il est. Et donc moi, ce que j'avais envie de raconter dans cette fin du monde, c'est aussi une façon d'être autre, et donc à travers le personnage de Jonas, justement, qui va être un pont entre l'humain et l'animal, qui va représenter une forme d'humanité finalement un peu hybride, et qui joue sur les deux tableaux, où il a cet instinct dès le départ, mais où il va aussi apprendre à lire, à écrire, à créer avec Myriam, et ça va faire partie intégrante de son évolution et être aussi quelque chose d'important dans la manière dont il envisage le monde. Pour du coup amener une autre façon de faire finalement. Et c'est vrai que moi j'ai longtemps lu des récits un peu déprimants d'effondrement, de fin du monde. Puis tout d'un coup j'ai découvert le solar punk,
qui est de la science-fiction beaucoup plus positive, que certains qualifient de naïve, ce que je trouve être vraiment pas le cas personnellement. Et qui va du coup plutôt montrer des sociétés futuristes qui vivent d'une façon plus vertueuse avec leur environnement, qui vont amener d'autres rapports au genre, à la société en général, au processus de domination, etc. Et donc c'est vrai que ces récits-là m'ont donné l'impression m'ont vraiment plus donné envie d'être actif dans le monde finalement, en ouvrant mon imaginaire et en cassant un petit peu le mur qu'on a tous devant nous. En tout cas, moi, j'ai l'impression que projeter le futur, c'est très compliqué dans le monde dans lequel on vit. Et je pense que la littérature a un rôle là-dedans où elle peut nous permettre justement d'arriver à nous faire imaginer d'autres futurs qui pourraient nous donner envie de les atteindre et donc de changer le présent au passage. Et Myriam, elle lutte férocement contre, justement. Elle est très conservatrice, Myriam, pour le coup, effectivement. Mais elle fait écho à ton personnage aussi, j'ai l'impression, parce qu'il y a quelque chose où, en fait, de la même manière que toi, je la décris à la troisième personne, on rentre jamais dans son intériorité, et elle est bloquée, en fait, par cette distance qu'elle met entre elle et le monde, et que je mets aussi entre elle et le lecteur, finalement, où en fait, effectivement, elle reste bloquée à 11h02, du coup, qui est l'heure est bloquée aussi. Monde, voilà. Et Myriam reste à 11h02, son monde sera toujours à 11h02, et si elle arrivait à le remettre en question, alors elle arriverait peut-être à se remettre en lien avec le monde. Et alors qu'en face, le personnage de Jonas, lui, par contre, va être en mouvement permanent et chercher à aller vers une évolution constante. Oui, donc la fin du monde. En fait, dans les deux personnages, il y a cette idée qu'on a eu un cataclysme, un trauma, une mort, je sais pas quoi, et qu'on veut plus. On survit en se sécurisant complètement, en ritualisant sa vie, en ne se permettant plus l'aventure, les émotions, la rencontre. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui surgit, un chien, enfin Jonah ou un chien, je sais pas qui là. On peut faire la confusion entre les deux. Et qui vient rappeler, à quelqu'un qu'on ne peut pas solder son âme comme ça. C'est ce qu'on appelle une cadavérisation du psychique quand on a. Et le problème avec l'effondrement, parce que notre société, comme tu dis, est obsédée d'effondrement en ce moment et ça. Et il y a une très belle phrase de Winnicott qui dit. Quand un patient se plaint trop d'effondrement, parce que the fear of breakdown, c'est physiquement, il faut toujours lui rappeler que l'effondrement qu'il craint a déjà eu lieu. Et qu'il fait semblant de le craindre pour ne pas reconnaître qu'il a déjà eu lieu. Et c'est ce qui se passe dans notre vision. L'idée qu'on soit obsédé d'effondrement, ça veut dire qu'on comprend tout à fait que par notre surenchère de contrôle, on a déjà perdu le monde. On a déjà perdu un rapport signifiant au monde, au vivant. On a expulsé la nature hors des villes, etc. Et donc, en fait, on ne se plaint pas du tout d'un effondrement qui va venir. On vit complètement cet effondrement et on le vit comme un risque pour ne pas le vivre comme une douleur atroce. C'est pour ça que je veux bien qu'on soit contre l'éco-anxiété, mais je préfère l'éco-anxiété à l'éco-apathie, personnellement. Non, je parlais du terme même d'éco-anxiété qui est dans le choix des... Tous les mots sont pourris, mais... Oui, parole d'auteur. C'est les anneaux d'un beau style qui ont fait des choses belles. Mais on parle avec les mots de tous les jours, ils sont tous galvaudés. Enfin, voilà. Et non, mais quand même, juste sur ce rapport qu'entretiennent à la fois Lucio et Lorenzo à Venise et sur aussi l'effondrement de Venise, parce que là, il y a cette tentative assez saugrenue, en faisant le tour des îlots, de lutter contre. Il y a quand même une tentative. Autant Myriam aussi, elle résiste, elle a ses deux masques, tout est fait pour survivre. On calfeutre les murs avec des mousses. Et Lorenzo aussi, il a cette tentative-là, à sa mesure, d'essayer de faire quelque chose qui semble complètement inutile. Oui, il doit aller prier sous tous les îlots, et quand il aura prié sous tous les îlots, il va ranger ses monstres. Bon, bref, le monde sera sauvé, les anges interviendront et ça sera dimanche. C'est des petits rituels aussi. Mais c'est important pour Venise parce que justement Venise, c'est le résultat d'une catastrophe, donc de l'invasion lombarde
en Vénétie qui fait que des réfugiés se sont réfugiés dans ces marais du Rialto, et en fait qui peu à peu ont créé cette ville, mais à partir d'un effondrement de la vie paysanne qu'ils avaient sur le sol. Et ce qui est très intéressant, si on regarde le gothique de Venise, particulier, je ne sais pas si vous connaissez Venise, en fait, on ne pouvait pas, bien sûr, amener des pierres entières à Venise, donc il fallait déjà amener des pierres prétaillées, parce que c'était trop lourd sinon. Et en fait, on a fait le gothique de Venise avec toutes les églises de la Terre Sainte, quand elles ont été déconsacrées à la fin de la 4e croisade, donc quand les musulmans ont repris leur terre, donc on a déconsacré les églises, enlevé tous les ornements, et ce sont tous ces ornements des églises du royaume de Jérusalem qui ont servi à faire le gothique de Venise. Donc c'est un gothique de composition, chaque église a des petits morceaux, donc c'est la suite d'un effondrement, c'est le principe que moi j'appelle le principe Pokémon chez les gamins, où vous voyez, ils ont tellement peur de perdre leur unité psychique, ils sont tout le temps en train de collectionner des petites pièces, d'avoir des noms, d'avoir tout le catalogue pour être sûr que toute leur psychologie est recomposée. Et c'est exactement ce problème des îlots, cette île qui est aussi un archipel, et que tant qu'on n'a pas tous ces petits morceaux, on n'est pas sûr d'être un. Et donc c'est vraiment ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais il y a vraiment quelque chose de très violent. Et surtout, chacun des Pokémon peut décompenser, avoir une évolution. Donc si vous n'arrivez pas à les réunir tous, il y en a qui décompensent. Voilà, donc cette idée que, en effet, il faut toujours, quoi qu'on fasse, il s'agit de recoller des morceaux. Je ne pensais pas qu'on arriverait à parler des Pokémon à partir de tout ça. Dans mon roman, la fin du monde, elle est plus métaphorique, mais tu parlais d'effondrement. L'effondrement a déjà eu lieu. Enfin, là, l'histoire commence, tout s'est déjà effondré. Donc, c'est plutôt... j'ai l'impression que le temps de cette histoire, c'est le temps qui se passe entre l'effondrement a eu lieu et quelque chose est sur le point de recommencer, de renaître. Ça se passe à cet interstice-là, puisque... c'est un roman un peu où il y a beaucoup de lisières, de frontières. Voilà, on est un peu sur cette lisière, cette frontière où c'est le temps du choc, il est derrière, mais le temps de vivre n'est pas encore arrivé. Donc elle est entre les deux, Clara. Donc tout le roman va un peu jouer entre des zones comme ça un peu duales, et comment les zones duales, elles se mélangent. Donc la catastrophe, elle est passée. Mais ce qui reste à venir n'a pas encore eu lieu. Voilà. Et il y a justement cette image, moi que j'ai trouvée très belle, de ces animaux qui surgissent. Alors peu importe qu'ils soient une métaphore réelle ou pas réelle, que ça nous dise la vérité ou pas, mais en tout cas, ils racontent quelque chose. Aussi, tous ces animaux qu'on voit qui vont monter sur une voiture, il y en a un, je ne sais plus lequel, qui fait des choses absolument folles avec le goulot d'une bouteille. Voilà, ils sont tous là ensemble, et eux aussi, j'ai l'impression qu'ils représentent alors je ne sais pas si c'est la possibilité d'un autre monde, mais ils ont une existence très très forte. C'est une partie entière de l'histoire aussi. Oui, alors même moi j'ai un peu du mal à dire ce que c'est, mais c'est comme des créatures chimériques, des monstres, des fantômes, des présences mythologiques. Ils sont un peu tout ça en fait, ces vivants-là qui débarquent dans la nuit et qui sont pareils aussi sur une zone frontière, ni vivants ni morts, ni d'ailleurs ni d'ici. Ils racontent un espace, tu parlais d'un espace imaginaire, là ils viennent du coup créer un espace imaginaire qui n'existait plus dans la vie de cette jeune femme. Et un espace imaginaire qui vient combler dans tout ce que ça peut avoir aussi de ne pas du tout romantique, c'est-à-dire aussi de dégueulasse, d'un peu horrifique, parce qu'ils ne sont pas toujours très beaux non plus, ces animaux. C'est des espèces de présences un peu boiteuses, blessées, étranges, qui peuvent foutre un peu la trouille. Ils viennent ouvrir un espace pour peut-être se repenser et renaître. Enfin, pour moi, c'est des animaux phénix, un peu... Voilà, je ne saurais pas comment dire mieux ou plus, mais... C'est ça, il y a l'onirique et il y a le fantastique, et pas forcément beau et propre, effectivement, mais qui est à cheval. Et du coup, je me demandais jusqu'où vous envisagez de jouer, de déstabiliser le lecteur dans ces moments-là, parce que ce sont des points qui sont plus sur la bascule d'un texte, où on sait que certains lecteurs et lectrices peuvent quelquefois être dérangés justement par ces choses qu'on ne s'explique pas forcément, mais qui produisent forcément des sensations.
voilà, comment vous jouez avec ces curseurs-là, y compris Jean-Christophe, qui les pousse peut-être un peu loin, en tout cas qui en use beaucoup. On change de sens. Moi, en fait, je fais bien ce que j'ai envie de dire. Donc, du coup, moi, c'est des visions. Donc, ça me plaît de pousser les visions jusqu'au point où moi, j'ai envie de les pousser. C'est-à-dire que c'est aussi créer des images. J'ai employé plusieurs fois le mot poème, mais c'est un mot qui est important pour moi. Comment ça crée du poème. Et le poème, c'est des images, c'est des choses qui se frottent, qui n'ont rien à voir. C'est ça plus ça égale un truc que je comprends pas forcément, mais qui me fait décoller, qui m'habite, qui me fait me questionner, qui me fait tressaillir, qui ouvre un espace en moi qui est un espace que j'avais pas touché. C'est ça qui m'intéressait par l'irruption de ces présences, de ces visions, de ce fantastique dans ce roman qu'on pourrait croire être un roman social, sociologique, je ne sais quoi, et qui bascule complètement d'autre chose. Donc en fait, après, les lecteurs, ils le reçoivent comme ils le reçoivent. Et je sais, c'est vrai qu'il y a des gens, parfois, qui ont pu être un peu déstabilisés, qui sont venus me voir, surtout des gens un peu âgés, qui, je pense que peut-être le rapport à la mort, des trucs comme ça, où ils n'étaient pas super confortables, en fait, avec tout ça. Ça les avait intranquillisés, ils n'étaient pas bien. Mais bon, après, je ne vais pas faire pour que ce soit confortable et rassurant. On est là aussi pour provoquer des choses, donc... moi, je l'ai poussé jusqu'au point où ça me semblait être, je sais pas, où même à moi, ça m'échappait. Voilà. La vérité du récit, vous en jouez. J'en joue parce que c'est un peu un récit qui essaie de réinterroger ce qu'on appelle le principe de réalité entre Descartes et Freud, disons. C'est-à-dire que cette idée que s'éduquer, c'est-à-dire comme son nom l'indique, sortir de la nature, c'est objectiver le réel, avoir un rapport objectif à la réalité, le même pour tout le monde, etc. Pas l'imbiber trop de psyché. Et du coup, à côté de ça, ce qui surgit, parce qu'en fait, comme dans le livre de Gwendoline, il y a sous Venise, donc il y a cette forêt de pins sous Venise, et Lucio, à cause du réchauffement du noyau terrestre et du réchauffement climatique, cette forêt est en train de prendre feu, et donc tous les animaux de la forêt fuient dans Venise, et donc Lucio, la nuit dans Venise, tombe à côté, devant un sanglier en train de crever, à moitié cramé, une biche, etc. Et en même temps, il entend des anges, donc il y avait ce rapport aussi entre ange-bête dans le texte. Il entend des gens, ça veut dire qu'il entend des voix, oui, comme celui qui lui donne des injonctions, etc. Donc il a toute une pluralité d'anges qui ont tous des noms, et il leur donne à tous des noms. Je vous passerai les noms. Et comme nous tous, on entend tous des anges, mais en fait on décide des choses qui nous arrivent, là, des espèces de parasites, de météores, de pensées qui nous arrivent, mais nous, on n'écoute que la voix de la conscience ou la voix de la raison. Et tous les autres, on baisse le volume sur toutes les autres voix, elles ne participent pas à notre construction du réel. Et donc, pour moi, l'idée même de fantastique n'est pas très intéressante. Le fantastique, ça a été inventé au moment du roman réaliste, et le fantastique, c'est « Ah ben non, ce n'était pas un fantôme, c'était le vent ». C'est à peu près la logique du fantastique. Et donc, du coup, ça ne permet pas de construire un rapport viable, vous voyez, où le réel ne soit pas complètement objectivisé. Et donc, tout ce qui surgit, que ce soit des voix, des animaux qui surgissent et qui se rappellent qui rappellent à... Il y a un très belle idée à Madagascar, et les singes, ça s'appelle les petits grands-pères, parce qu'ils rôdent autour du village et ils demandent quand ils ont perdu leur langue, et ils ne savent plus comment parler, donc ils demandent qu'on les fasse parler, qu'on les refasse parler, parce qu'avec le langage humain, on a effacé leur langage. Et ce qui nous arrive, ces choses qui nous arrivent comme ça, des pensées bizarres, etc., c'est souvent des choses qui nous saisissent, et donc il faut se ressaisir en les s'alphabétisant. Il faut arriver à les écrire, ce que tu dis, faire un poème avec ce qui surgit. Et c'est une façon, et c'est ce jeu saisissement-ressaisissement, qui n'est pas un refoulement. Il faut pas, quand ça vous saisit, il faut pas être exorcisé. Il faut essayer d'en faire quelque chose, d'une façon ou d'une autre, quoi. Sacha, je ne sais pas si vous vouliez rebondir sur ce que disaient à la fois Gwendoline et Jean-Christophe, mais moi, il y a quelque chose qui m'intéressait aussi, c'est sur ce jeu des frontières. On parlait de Myriam qui était bibliothécaire, et en tout cas qui a une grande bibliothèque chez elle et qui transmet ça à Jonas en même temps qu'elle l'éduque. C'est une éducation qui s'apparente quand même aussi à du dressage. C'est plus du dressage que de l'éducation la plupart du temps, effectivement. Ça fait partie de son côté un peu trouble. Mais la littérature et l'imaginaire passent. Et est-ce que c'est aussi ce qui nourrit la possibilité d'un Jonas qui lui est accompagné aussi, n'est plus seul, et va vers autre chose, vers cette métamorphose en fait
Oui, tout à fait. Il y a, en fait, j'ai pas mal joué aussi finalement. Jonas à partir du moment où il commence à lire et à se servir de son imagination, en fait, il va avoir des amis imaginaires qui vont l'accompagner dans le massif, qui vont lui apprendre des choses, avec qui il va discuter, et qui vont aussi lui donner des envies d'ailleurs et des envies d'émancipation, et qui vont vraiment participer à sa construction. Pour moi, c'était très important d'avoir cette prégnance de la littérature dans sa construction, parce que déjà je suis quand même très critique sur le genre humain tout du long de ce texte, et j'avais envie d'un tout petit peu nuancer en disant bon, on a quand même fait des trucs super au milieu de... Ah, ça y est, c'est revenu, Ouais, je c'est crois. bon. Parfait. Donc On a fait des choses bien au milieu de tout ça. On a fait des choses bien au milieu de tout ça, quand même. Et effectivement, moi, je considère quand même un peu, enfin, je pense dans mon enfance, le fait de lire des livres, ça m'a quand même un peu sauvé la vie à plein de moments. Enfin, l'évasion par l'imaginaire font partie des choses qui ont été très importantes pour moi, je pense, et qui continuent à l'être. Et donc, j'avais pas envie non plus de venir opposer nature et culture d'une manière complètement binaire où la nature c'est génial et la culture c'est vraiment tout pourri. Et donc, j'avais envie que ce personnage joue sur les deux plans, et qu'il ait à la fois cet ancrage dans le sauvage qui lui donne une certaine pureté, entre guillemets, même si j'aime pas vraiment utiliser ce mot, mais en tout cas un rapport assez simple à son environnement. Et que finalement la littérature ne vienne pas du tout se mettre en opposition à ça, et que ce soit un moyen d'émancipation pour lui, et que finalement Myriam, en lui apprenant à lire, elle le fait parce qu'elle veut qu'il devienne un humain à son image, donc forcément un humain doit savoir lire, écrire, etc. Et en fait, elle lui donne, sans le vouloir, les clés de son émancipation par là, finalement, presque par péché d'orgueil aussi, au bout d'un moment. Et donc, ça m'intéressait bien à ce niveau-là, effectivement. Et après, pour revenir un petit peu sur la question d'avant, c'est vrai que moi, je trouve les animaux apportent de la confusion aussi dans la littérature et dans ce qu'on lit. Parce que c'est vrai que moi, je lis beaucoup aussi pour me retrouver dans la tête d'autres personnes ou d'autres êtres. Et j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé. Pour le moment, je me sentais pas d'écrire à la première personne, par exemple, d'un point de vue animal ou d'un point de vue autre d'humain, mais je suis assez admiratif de d'autres livres qui peuvent prendre des points de vue vraiment très, très éloignés et très étrangers, comme Anima de Wajdi Mouawad, qui est écrit du point de vue de différents animaux tout du long de la narration. Récemment, j'ai lu aussi un livre de Irene Sola, une autrice catalane, qui écrit, selon certains chapitres, sont écrits du point de vue des champignons dans la forêt, de chevreaux dans le ventre de leur mère, de la plaque tectonique des Pyrénées. Et pour le coup, j'ai vraiment eu l'impression que ça a fait un peu exploser des murs dans ma tête. Donc c'est des choses que je trouve aussi hyper intéressantes dans la littérature. Et je pense pas que je pense en termes de jusqu'où je veux amener le lecteur, mais pour le moment, je suis plutôt jusqu'où j'arriverai à écrire ça. Et pour le moment, je m'en sens effectivement pas encore capable, mais c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, effectivement, aussi. De se mettre à renvoyer la parole, parce que vous êtes avec nous et vous avez peut-être des remarques, C'est revenu. C'est revenu, mais ça, du coup, je peux vous le dire plus fort, j'ai pas une grosse voix. Des questions à poser aux uns et aux autres en fonction de ce qu'on vient de dire éventuellement, ou du sujet qui nous intéresse. Voilà. On peut. C'est bien aussi qu'on puisse discuter avec vous. Donc, si quelqu'un a une petite question, voilà, on guette les mains levées. Participer. Oui. Ah bah. Attendez, on va quand même vous passer un micro parce que tout le monde n'entendra probablement pas. Je voulais parler à Sacha et lui dire que lorsque
l'équipe de Lecture en tête a lu ce roman, on s'est interrogé sur le fait que tu fasses parler Thomas, non, Jonas comme un adulte, comme quelqu'un qui est civilisé, qui a une culture. Et en fait, tout à l'heure, tu as dit que tu essayais de t'approprier le jeu. Alors, est-ce que c'est pour cette raison que tu as fait parler Jonas très très rapidement avec le jeu et comme quelqu'un qui a une culture et une maturité et un sens de l'observation de cette femme qui est quand même très pointue? Voilà. Oui, effectivement, du coup, pour revenir sur la construction du roman, mes chapitres s'alternent entre le point de vue de Myriam et celui de Jonas. Myriam est toujours écrite à la troisième personne parce que justement, elle vient représenter une certaine objectivité. Et vu qu'elle s'est déconnectée de ses sentiments aussi, je ne me voyais pas être dans sa tête. Alors que pour le coup, Jonas a un rapport effectivement très sensible, très pointu, très curieux à son environnement. Et pour moi, c'était évident qu'il devait être à la première personne, du coup, effectivement. Pour avoir accès à ses sentiments, à sa façon de percevoir le monde, qui pour le coup n'a effectivement rien d'objectif, qui est extrêmement subjective et située. Et ça a été un exercice qui a pas toujours été facile, effectivement, notamment au début, parce qu'en fait, je me retrouve effectivement à faire parler un enfant sauvage à la première personne qui n'a pas encore accès au langage. Donc forcément, j'étais sur un fil un peu périlleux. Où c'est aussi un peu la magie de l'écriture et le fait d'arriver à faire croire et à faire passer des choses qui finalement sont plus ou moins fausses, parce que effectivement il va pas utiliser clairement ces mots-là parce qu'il n'a pas le vocabulaire au moment où on le rencontre, en tout cas. Et donc ça a été un exercice, je me suis quand même amusé à jouer avec le langage, à détourner les mots, à transmettre des sensations d'une manière un peu plus poétique que dans les chapitres qui sont du point de vue de Myriam. Mais c'est vrai que ça a été un exercice assez compliqué et qui a demandé un certain nombre de réécritures avant de trouver un équilibre qui me semblait satisfaisant. Et après, j'ai aussi la petite excuse du fait que j'ai quand même fait quelques recherches sur les enfants sauvages, histoire de ne pas écrire complètement n'importe quoi. Et en l'occurrence, si Jonas arrive à réapprendre à parler, c'est qu'il a déjà été en contact avec des humains à un moment ou à un autre dans son enfance et qu'il a déjà appris à parler une première fois, effectivement. Donc, j'avais cette excuse-là aussi pour lui donner un monologue intérieur qui était compréhensible par tout le monde. J'espère que je réponds à votre question. Merci. Oui. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir ou pas? Non. Non. Eh bien, écoutez, dans ce cas, je pense qu'on va pouvoir terminer cette rencontre pour vous laisser peut-être aussi l'occasion de les retrouver à la librairie, de signer éventuellement les livres et d'échanger avec tous les trois. Je voulais vous remercier beaucoup pour cette discussion et puis pour vos livres. Voilà, c'est un énorme plaisir de vous lire, tous les trois. Merci beaucoup. Merci à vous.